I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de bim! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 13 novembre, il est 19h et vous êtes en manque de débats ardents autour du cinéma. Dans ce cas, vous avez frappé à la bonne porte car c'est parti pour ce 9e épisode de The Cinema Show, en direct sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM ou sur Twitch. Je m'appelle Hugo, j'ai repris les commandes pour cette semaine et tous ensemble, on va débriefer l'actu ciné de la semaine pendant 1h30. Cependant, en ce moment, j'ai une nouvelle obsession tous les jours. Cette obsession, c'est d'ouvrir des boosters de cartes Pokémon virtuelles afin d'obtenir des cartes inexistantes pour montrer à mes amis ma collection sans aucune valeur. Et cette semaine, j'ai décidé d'assigner une carte à chacun de mes chroniqueurs, afin qu'elle serve enfin à autre chose que de trôner fièrement sur les serveurs d'une entreprise. Ma première carte déborde d'énergie, il est à fond tout le temps, ce qui signifie que c'est forcément un Pokémon de type électrique, et c'est effectivement le cas puisqu'il s'agit de mon Elector X Full Art avec bordure arc-en-ciel, ou plutôt comme on le connaît ici, Hugo. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Ça va, on a vu des bons films. C'est vrai, on a vu des bons films. Mon chroniqueur suivant cette semaine a un fort lien avec la psychologie, d'une part parce que ses blagues pas super bien senties sont éprouvantes psychologiquement, de l'autre car cette semaine il a bravé l'une de ses plus grandes peurs avec l'un des films de la semaine, puisqu'il a très très peur de José Garcia. Vous l'aurez compris, il s'agit de Maxime, qui est donc un Pokémon de type Psy, comme mon Alakazam Full Art. Comment ça va Maxime ? Eh ben écoute, ça va très bien et je suis très content que tu aies dit que braver la peur c'était avec José Garcia parce que déjà j'ai pas peur de lui et parce que la peur qui était censée être ce soir, à savoir The Substance, je ne l'ai pas vue malheureusement. Effectivement, il a abandonné. Je fais mal mon travail, désolé, mais je suis comme tous les bons politiciens. C'est la chroniqueuse que tout le chat veut voir dans son deck tellement elle est rare et populaire. Et c'est un point commun qui la rapproche d'un Pokémon légendaire. Ce soir, Marie est donc un peu comme mon Mewtwo X Full Art. Oh. Bonsoir Marie, comment ça va ? Ça va très bien, j'adore cette ref. Merci. Et pour finir ce soir, on termine par quelqu'un qui a un rapport avec le feu déjà, puisqu'il vient d'une île où il y a un volcan encore en activité, mais aussi car il est tellement en feu qu'il redonne de l'énergie à tout le monde autour de la table, de la même manière que mon Sulfura X Full Art bordure arc-en-ciel peut redistribuer l'énergie aux autres cartes du banc. Lucas est celui qui motive nos chroniqueurs chaque mercredi. C'est Comment gentil, ça va, Lucas ? Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Ça va et toi ? Ça va très très bien. Ça fait 4 fois que je le dis. Voilà. Il y a Véro Laurent dans le chat qui dit bonsoir Marie Pikachu Chou. C'était très mignon. Bonsoir. Et toi du coup tu es quel Pokémon ? Non, moi je suis le dresseur donc. C'est Sacha. Je suis Sacha. Sacha, oui. Ouais, j'ai pas grandi depuis 30 ans. C'est vraiment des cartes codeurs dans ton deck ? Oui. Waouh. J'ai eu beaucoup de chance quand j'ai installé le jeu. Merci. Bonsoir également aux cartes supporters en régie avec Yanis, le professeur Chen au son et Simon, le Major Bob à la vidéo qui permettent de soutenir une équipe parfois en difficulté. Ils vous font coucou. Major Bob. Comme chaque semaine, nous allons donc débattre tous ensemble de 3 films sortis durant la semaine, avec cette semaine un beau programme consacré à The Substance de Coralie Farja, Ir, les plus belles années de notre vie de Robert Zemeckis, et à toute allure de Lucas Bernard. Le même Lucas Bernard sera d'ailleurs notre invité, puisqu'il a pu répondre aux questions de Maxime pendant le dernier Cinémed, le pauvre. Suite à ça, nous dévoilerons bien évidemment nos tops de la semaine, suivis du quiz préparé cette semaine par Maxime, avant de nous donner nos recommandations culturelles. Avant toute chose, il est temps de commencer par une petite mise en bouche avec les news présentées par Hugo. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Pour commencer le mercato, on revient sur une saga essentielle du cinéma avec de nouveaux épisodes prévus. Chez Disney, on n'est pas prêt de lâcher l'univers de la guerre des étoiles. Après la conclusion de la dernière trilogie avec le très moyen Le Réveil de l'Espoir, l'incroyable Les Derniers Jedi et le très bof L'Ascension de Skywalker, et ainsi une demi-douzaine de projets qui ont été lancés, voilà qu'aujourd'hui, une nouvelle trilogie Star Wars vient s'ajouter au mix. Selon Deadline, c'est le scénariste Simon Kinberg qui a conclu un accord avec le studio pour développer ces 3 films dans la galaxie de George Lucas, qu'il écrira et produira aux côtés de Kathleen Kennedy. Si Disney ne fait pas de commentaires, c'est encore Deadline qui annonce
la nouvelle en précisant que cette trilogie pourrait correspondre au prochain chapitre de la saga Skywalker, qui correspondrait aux épisodes 10, 11 et 12. Mais un problème se pose. Il existe déjà 2 épisodes 10 de la saga en cours de production, celui que je viens de présenter, mais aussi le projet Star Wars nommé Chapitre 10, qui sera réalisé par Charmin Obaid chinois, qui verra le retour du personnage de Rey et son actrice Daisy Ridley. Alors jamais, on ne sait pas quel film sera la suite de la saga Skywalker. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je comprends rien. En attendant les éclaircies de Lucasfilm, on peut se interroger sur le choix de Simon Kinberg, le co-créateur de Star Wars The Rebels, qui a déjà travaillé dans l'univers de la franchise, mais aussi sur son travail sur la franchise X-Men, notamment sur les films X-Men L'affrontement final, X-Men Day of Future Past et X-Men Apocalypse, qui a souvent été douteux. C'est lui notamment qui a réalisé l'affreux X-Men Dark Phoenix, et on lui doit aussi la production du reboot raté des 4 Fantastiques de 2015. On espère quand même une bonne production qui nous donnera des bons films. Et pour conclure, en restant dans l'univers, on a enfin une date de sortie de la meilleure série Star Wars, la série Andor. On vient juste d'apprendre avec un teaser que la série sortira le 22 avril 2025. Il va falloir encore patienter pour découvrir Mickey 17, le nouveau Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite, Memory of Murder, The Host. S'il avait bien une raison de rester patient jusqu'en 2025, malgré les actualités, c'était Mickey 17, après le succès phénoménal de Parasite en 2019, gagnant une Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film. Le réalisateur Bong Joon-ho a choisi d'adapter le livre Mickey 17 d'Edward Ashton avec un casting aussi incroyable que ses derniers films, avec notamment Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette. Mickey 17 est l'un des films les plus attendus depuis belle lurette, puisqu'il aurait dû sortir en printemps 2024 avant d'être repoussé en 2025, et je suis désolé de vous le dire qu'il a été encore repoussé, plus précisément le 16 avril 2025. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Janvier est globalement considéré comme un cimetière pour films. Mais alors pourquoi en avril ? Warner Bros a décidé de reprogrammer Mickey 17 en avril parce que le studio Lionsgate vient de repousser le biopic sur Michael Jackson intitulé Michael du 18 avril au 3 octobre aux États-Unis. Désormais, ils pourront exploiter tous les écrans IMAX avec Mickey 17. Et en réalité, le film de Bong Joon-ho retrouvera sa place initiale qui est annoncée pour Pâques 2024. Mais il se retrouvera donc le 16 avril 2025. Alors, est-ce que vous êtes content pour ce joli mercato ? Si on a bien compris, il y a une nouvelle trilogie de Star Wars. Ouais. Comment on s'en bat les couilles, les gars ? Faut arrêter parce que non, mais Star Wars maintenant, c'est une éponge où il y avait énormément de noms. On l'a mis. C'est bon, je pense qu'il n'y a plus de noms à retenir. À un moment donné, il faut arrêter. Après, je suis d'accord avec toi, Hugo, sur Andor, les séries. Par moi, il y a des très bonnes séries de Star Wars, c'est très bien. Mais à un moment, on va faire une nouvelle trilogie et on va ramener Rey, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un autre film encore. Super. Ouais, j'aime bien Rey, moi. Ouais, mais moi non. Aussi. Oh oui, la fille de Palpatine. Maman, allez, Il y a encore un feu ce soir. Non, mais ça va pas, t'as fait quoi ? C'est nul. Et puis, Mickey 17, il se laisse désirer quand même. Et ça, on aime, mais en même temps, ça, on s'est dit, mais j'ai envie de le voir en Mickey 17. Mais après, comme il m'avait dit, Maxime, toi, est-ce que c'était pas une bonne période, le bon moment, la date de sortie officielle, là, pour les Oscars ? Les Oscars, ça va être après. Ouais, les Oscars, c'est fini. J'avais pas dit pour les Oscars. Absolument pas dit ça. C'était Cannes. Les Oscars, c'est pas en février. J'avais dit que ça se rapprochait plus pour le festival de Cannes. Alors oui, mais dans tous les cas, c'est avant. Mais là, du coup, mais c'était majoritairement aussi pour l'exploitation IMAX. Mais de toute manière, ça sortira pas à Cannes. Non, il sortira pas à Cannes. Ou alors, il sera à nouveau repoussé. Mais par contre, c'est vrai que pour revenir au sujet de Star Wars, là Disney, on est vraiment en train de... au fait, Disney est en train de faire avec Star Wars ce qu'il est en train de faire avec tout ce qu'il possède actuellement, que ce soit avec Marvel ou avec tout le reste, c'est-à-dire transformer toutes les licences qu'il a en une énorme pompe à fric et à essayer de traire la vache tant qu'il faut, tant que ça peut encore sortir des billets, jusqu'au stade où au fait les licences, les gens vont finir par se lasser, en avoir marre et juste n'avoir plus aucun intérêt avec tout ça. Et franchement, déjà j'ai presque envie de dire que la trilogie 7, 8, 9 était franchement oubliable.
Le 8 c'est très bien. Peut-être le 8, allez, ok. Mais le 7 et 9, franchement oubliable. Non, franchement, là, le 10, 11, 12. Enfin, à un moment donné, quand on commence à partir sur des suites à 2 chiffres, il faut peut-être se poser des questions là quand même. C'est juste pas possible. Fast and Furious. Voilà. Ouais, non, mais là, faut arrêter quoi. Enfin, mais surtout en plus avec le nom de Simon Kinberg à la tête. Mais au fait, c'est justement. J'ai vu ça, c'est une expression que j'ai découvert hier. C'est sauter par-dessus le requin. En fait, on dit d'une série ou d'un film, etc., qui saute par le requin quand il commence à avoir tellement tout exploité qu'il fait n'importe quoi. Et par exemple, Fast and Furious, ils en avaient tellement rien à foutre que dans les derniers films, ils envoient des voitures dans l'espace. Oui. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Star Wars, j'ai vraiment peur au fait qu'ils fassent. Ils sont déjà dans l'espace, Star Wars. Oui, donc tout va bien. Et ils vont peut-être faire encore plus que n'importe quoi, et c'est ça qui fait extrêmement peur parce qu'ils sont déjà dans l'espace, mais ils vont faire encore pire. Il y a toujours un projet par James Mangold qui est en préparation, et ça au moins ça rassure parce que c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On va dire ça, allez. On continue les news avec le nouveau président des États-Unis et son impact sur l'industrie du cinéma. Voilà que ça fait une semaine que Donald Trump a battu Kamala Harris et accède à la Maison-Blanche. Cette élection pourrait avoir un grand impact sur l'industrie cinéma américaine, mais aussi française. Tout d'abord, pour vous prévenir, je ne vais pas faire de politique fiction. Tout ce que je vais citer se retrouve dans le programme de Donald Trump et dans ses déclarations publiques. Ça fait beaucoup de trucs. Avant de détailler le magnifique programme de Trump, on va faire un petit retour en 2016. Lors de sa première élection, Hollywood avait fait une petite révolte contre Trump. Une salve s'est créée avec des discours et des films. Dans les discours, on peut citer le discours de Meryl Streep, la cérémonie des Oscars de 2017, ou encore le discours de Christian Bale au Golden Globes qui avait comparé Trump à Satan. Pour des films, on peut citer les films comme Vice, Pentagon Paper, Black Panther ou encore Blacksman de Spike Lee. Je rappelle, c'est un film qui se finit sur les images de Charlottesville en 2017, au cours duquel la voiture d'un suprémaciste fonce sur les contre-manifestants. Elle montre aussi Donald Trump renvoyant dos à dos raciste et antiraciste en disant qu'il y avait des gens très bien dans le cas anti-noir et anti-juif. Hollywood a bien fonctionné avec ces films, mais on ne retient pas les films qui n'ont pas été produits par pure autocensure. Actuellement, on entend un peu un enlèvement de cette période. Mais concrètement, que veut faire Trump avec son programme ? Dans son programme, Trump veut baisser les impôts sur les sociétés américaines de 21 à 15% sur le sol américain. Cela semble une bonne nouvelle pour les entreprises, mais ça relève d'un cadeau empoisonné. Un cadeau qui va ricocher jusqu'en France. Pour compenser cette baisse, Trump va taxer encore les produits venus de l'étranger, comme par exemple les caméras de chez Sony, et taxer énormément les Chinois, ce qui va créer un chaos économique dans le secteur du cinéma. Trump veut pousser les sociétés à travailler sur le sol des États-Unis et en conséquence ne plus travailler sur le sol français, donc moins d'emplois pour les techniciens français. Selon un article de Variety, le studio veut garder la fiscalité de Trump, mais on peur de se retrouver seul dans le monde avec une diffusion compliquée. Toujours avec les studios devaient perdre plus d'argent qu'en gagner avec les réductions précédentes. Et c'est pas fini, car les studios de cinéma ne font pas que du cinéma, ils ont aussi des médias. Trump a ciblé les entreprises qui possèdent des services d'information, parfois de manière performative, mais parfois avec de réelles conséquences. Le mois dernier, il a menacé de retirer les licences de diffusion de CBS et d'ABC de Disney à raison de leur couverture, et il a poursuivi actuellement ABC en justice. Il a menacé d'enquêter sur le Comcast pour trahison envers la patrie américaine, et en gros, de la pure censure. Bref, la question se résume à ce qu'il faut faire de l'argent et s'auto-censurer, ou en faisant de la propagande de Trump, ou critiquer sa politique et perdre de l'argent. Et donc, en conséquence, perdre des emplois, ce qui va toucher les plus petits, les moins riches, donc les employés. En parlant des petits du monde du cinéma, on peut prendre un exemple sur une certaine entreprise et de son fondateur, pro-Trump. Je ne parle pas d'Elon Musk, mais bien de Sam Altman, PDG de OpenAI et de sa nouvelle intelligence artificielle, qui permet de générer de la vidéo, une innovation qui peut détruire beaucoup de travail au sein de l'industrie du cinéma. Et bien sûr, Trump est à fond derrière cette IA avec aucune régulation, aucune éthique. L'industrie du cinéma va beaucoup changer durant ces 4 ans, au point de vue de fiscalité, de financement dans notre pays, des petits travails, des lois antitrust et de la censure. Ça va être compliqué.
Trump est en colère et il est revanchard sur les 8 années où Hollywood l'a détruit. Est-ce que vous avez un mot à dire sur Trump ? Pas ouf. Ouais, bah c'est triste. Ouais, pas ouf. Hein. C'est triste parce que Donald Trump, là, en même temps, il est un peu en colère. Bon, sur le cinéma, bon, ouais, parce qu'il y a un petit moment où on a sorti le film The Apprentice, où on lui a pas donné une bonne image. Ouais, donc, évidemment, il est vraiment visé sur le cinéma en ce moment. Donc, moi, je sais pas, dire, ça m'attriste énormément dans le cinéma américain, mais aussi général. Donc, que faire ? Après, il n'y a pas que le domaine du cinéma, il y a tout le domaine de la culture de manière générale. On l'a vu il y a, c'est hier ou tout à l'heure, parce qu'il me semble que j'ai vu la news passer il n'y a pas longtemps, suite aux propos qu'a eu notamment Stephen King sur X, où il a dit que Elon Musk c'était la première dame de Donald Trump. Stephen King s'est fait ban de X. Voilà. Et on en arrive déjà à ce stade-là, alors qu'il n'est même pas encore président, sachant que je l'avais déjà dit la semaine dernière quand j'étais présentateur. Allez voir l'émission de la semaine dernière, j'ai fait un petit mot sur Trump, où on a notamment un Donald Trump qui est plus puissant que jamais, où il possède la majorité à la Chambre des représentants, au Sénat, où il a aussi la majorité chez les grands juges qui s'occupent de la Constitution. C'est pas impossible qu'on ait une modification de la Constitution où il puisse se représenter à nouveau alors qu'il n'a pas le droit encore actuellement. Enfin voilà, là on en arrive à un stade où il va de plus en plus saccager le secteur de la culture, et à terme ça risque d'avoir d'énormes conséquences, et on peut potentiellement retourner à une époque comme a connu Hollywood dans les années 30 et 40, avec une énorme censure notamment de tout ce qui n'est pas jugé acceptable par la politique de Trump, et malheureusement ça risque de porter préjudice aussi bien au cinéma mondial qu'au cinéma américain, surtout au cinéma américain. T'as dit les termes? Ouais, j'ai dit les termes, voilà. Ouais. Voilà. Fasciste, voilà. On finit les news sur la perquisition des sièges d'une société de streaming. La filiale française de Netflix à Paris font l'objet ce mardi 5 novembre de perquisitions dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude fiscale et de travail dissimulé, a rapporté une source judiciaire au Monde et chez Marianne. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire avec un novembre 2022 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et travail dissimulé, un bad organisé visant Netflix France, déjà ciblé par un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2019, 2020 et 2021. En supplément, le siège de Netflix pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, situé à Amsterdam, a également été perquisitionné simultanément par des magistrats et des enquêteurs néerlandais, accompagnés par des enquêteurs français. Alors qu'est-ce qui est reproché à Netflix ? C'est tout simplement de minimiser sa déclaration d'impôt et de payer très peu. Pour expliquer le plus simplement possible, sur ses 2 premières déclarations entre 2019 et 2021, le client français de Netflix contractait encore avec une société néerlandaise, Netflix International BV, lorsqu'on s'abonnait à la plateforme. Les enquêteurs devraient se pencher sur ce montage d'optimisation fiscale qui a permis à la multinationale de réduire à l'apport sur ses revenus déclarés en France, et donc sa fiscalité, en déplaçant leur chiffre d'affaires aux Pays-Bas. Entre 2019 et 2020, Netflix Service France a ainsi dû au total débourser seulement 9 081 000 € d'impôts sur les bénéfices, une charge minuscule compte tenu de quelques 7 millions d'abonnés revendiqués au même moment en France par le mastodonte californien. Une fois ce montage abandonné, le chiffre d'affaires déclaré par Netflix en France a mécaniquement bondi en 2021. Il s'est levé alors à 1,2 milliard d'euros contre seulement 4,7 millions d'euros en 2020. Ces revenus ont encore progressé en 2022 pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Pour les conséquences, Netflix devrait sûrement payer un gros chèque comme tel les géants américains ayant déjà utilisé cette pratique dans les années précédentes, comme Google, Facebook et Apple. Est-ce que vous êtes choqué par Netflix et ses impôts ? Oui. Non. Non, c'est pas ça surprend personne, quoi. On est choqué, mais oui, évidemment, c'est pas surprenant quand on sait que toutes les GAFAM, les grands groupes américains, que ce soit Netflix ou tout le reste, Google, Amazon, Facebook, enfin voilà, on sait très bien qu'il y a absolument rien qui est payé, ou du moins très peu. Puis c'est pas avec le gouvernement macroniste et les cadeaux fiscaux qu'on fait aux grandes entreprises que ça changera, malheureusement. C'est pas faux. Voilà. Bon. Écoutez, merci Hugo pour ces news, c'est désormais l'heure d'ouvrir les débats de la semaine.
Pour rappel, nous débattrons de 3 films ce soir, The Substance, Here et À toute allure. Et pour débuter ces débats, je vous propose d'aller direct vers le plus difficile avec le film qui a retourné le dernier festival de Cannes, où il a notamment remporté le prix du scénario, le surprenant The Substance de la réalisatrice française Coralie Farja. Et est-ce que nos chroniqueurs ont survécu à cette expérience ultra gore et ultra dérangeante? Vous le saurez juste après la bande-annonce. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Should always smile. Avec The Substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Il suffit de partager le temps, une semaine pour l'autre, une semaine pour l'autre. Un équilibre parfait de 7 jours. Facile, n'est-ce pas? Si vous respectez les instructions, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? On retrouve Demi Moore dans le rôle d'Elizabeth Sparkle, Margaret Qualley dans le rôle de Sue et Dennis Quaid dans le rôle d'Harvey. Marie, qu'est-ce que tu as à dire sur The Substance? Marie, il faut que tu t'exprimes un peu plus. On dit dans le chat, arrête de couper la parole de tout le monde, on n'entend que toi. Ah, bah désolé. Hein. Désolé de vous couper la parole, les gars. The Substance, j'ai survécu déjà, si telle est ta question. Et j'ai vraiment adoré ce film. Pourtant, je partais pas gagnante parce que je suis quelqu'un d'assez sensible sur les questions de gore, d'horreur, tout ça. Donc j'avais très peur d'y aller, surtout que tout le monde m'avait dit « Mais Marie, tu vas pas survivre à cette séance, ça va être horrible pour toi !» Bon, je pense que les gens me sous-estiment déjà, parce que vraiment, ça s'est très bien passé. Et d'autant plus que je suis ressortie en me disant que c'était un excellent film. Je trouve qu'il est absolument génial à plein de niveaux différents. Déjà, de quoi ça parle ? Bah, tu l'as dit, tu as expliqué le pitch. Et c'est très intéressant d'avoir un film réalisé par Coralie Farja, donc, qui est une réalisatrice française, et qui parle de l'industrie du cinéma, mais notamment hollywoodienne, hein, parce que c'est quand même très très ciblé. Ça dénonce une industrie patriarcale qui détruit totalement les actrices, qui les prend pour ensuite les jeter dès que ça leur convient plus. C'est assez bien montré dans le film, hein, tous ces hommes blancs, bien vieux, bien dégueux, on peut se le dire, qui se permettent de juger et de détruire ces femmes, donc les personnages principaux, qui sont joués par Demi Moore et Margaret Qualley. Déjà, quel choix intelligent d'avoir choisi Demi Moore dans ce rôle, parce que évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que c'est ce qu'elle a vraiment vécu. Elle a eu une gloire quand elle était bien plus jeune, et puis un jour on l'a oubliée et Hollywood s'est moqué d'elle parce qu'elle correspondait plus aux standards de beauté qu'on attendait d'elle, parce qu'elle s'était fait refaire, parce que ci, parce que ça. Et là on la revoit sur le devant de la scène. Ça fait des années que moi je l'avais pas vue dans un film, et je trouve qu'elle est incroyable dans son rôle. Elle le joue à la perfection, et j'étais totalement en empathie avec elle, avec le personnage, mais aussi avec Demi Moore, en fait, parce qu'on comprend vraiment pourquoi elle a accepté ce rôle, et on sait qu'elle a des choses à dire, en fait, en jouant dans ce film-là. Et à l'inverse, Margaret Qualley, elle est pareille, je trouve excellente également. Je la connais pas tellement, mais je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Et le duo marche, est très efficace. Et ça parle donc de cette industrie qui détruit les femmes, et ça parle aussi de beaucoup de troubles que les femmes peuvent ressentir, le dysmorphisme, les maladies que ça peut engendrer, les troubles psychologiques, à quel point en fait cette société patriarcale peut nous détruire complètement. Et je trouve que c'est très intelligent de le montrer à travers un... Alors moi j'appellerais pas ça un film d'horreur, pour moi c'est plutôt un thriller gore, mais c'est très intelligent, et c'est pas le premier coup d'essai de Coralie Farja. Avec Revenge, elle avait déjà beaucoup de choses à dire, elle l'avait plutôt bien fait. Et donc là, c'est vrai que c'est un vrai film coup de poing. Donc effectivement, si vous êtes sensible, assez sensible, plus que moi, peut-être n'allez pas le voir, parce qu'il y a quand même des choses concernant le corps, les déformations, tout ça qui sont
assez hard. Mais en fait, ce que j'aime bien chez Coralie Farja, c'est qu'elle a un cinéma très organique, très sensitif. Et en fait, ça devient tellement gros, ce qu'on voit, que ça nous touche plus. Je trouve que c'est très aseptisé et il y a beaucoup de distance avec ce que vivent les personnages. C'est pas comme des films d'horreur genre Saw où on voit des gens hurler à la mort tellement ils ont mal. Là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie distance qui fait que moi, je suis pas trop choquée par ce que je vois, même si c'est sanguinolent. Et j'apprécie ça chez elle parce que ça me donne l'occasion de voir ce type de film sans être traumatisée. Et ensuite, je trouve que sa réalisation est absolument magnifique. Je trouve que chaque plan est magnifique. La lumière, elle est incroyable. C'est réalisé au cordeau, la symétrie, les couleurs, le placement des personnages dans le cadre, les gros plans. Et le travail sur le son aussi, il est vraiment incroyable, avec des focus sur certains sons qui deviennent très très forts dans les oreilles d'un coup pour montrer à quel point ça gêne, à quel point c'est énervant. Et puis des moments de silence qui sont aussi très très palpables. Et énormément de références cinématographiques dans le cinéma de Coralie Farja, c'est assez incroyable, hein. Si on est cinéphile, c'est un bonheur pour les yeux, hein. Entre Shining, Carrie, n'importe quelle histoire de princesse, Cendrillon, Blanche-Neige, évidemment Blanche-Neige, le miroir, voilà. Et ouais. Voilà. Si. Mais je te crois, Hugo, je te crois. Non, mais c'est ces gros plans à courte focale sur le visage des personnages. personnages. Il n'y a pas que les visiteurs qui font ça, mais. Ouais, c'est beaucoup dans le cinéma de Jean-Marie Poiré quand même. C'est sûr que ça doit être son. Oh, je vous dis, ça peut être possible. Hein, oui, je pense. D'ailleurs, en parlant des références, il y a Véro Laurent justement qui a dit qu'elle n'a pas forcément apprécié le film, essentiellement parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de références. Il y a pas mal de gens qui ont dit ça. Moi, je peux comprendre, oui. Moi, ça me dérange pas parce que je trouve que les références sont très belles en fait. À chaque fois, c'est des superbes plans qui montre son amour pour le cinéma et moi j'aime ça. En fait, elle fait pas ça juste pour placer des références, elle montre vraiment qu'elle aime le cinéma et c'est ça que j'aime chez elle aussi. Elle fait aussi de la référence à son film précédent, je trouve, à Revenge, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises, enfin en tout cas c'est des gimmicks de son cinéma, hein. Et en fait, je me suis dit en regardant le film que c'était pas un remake mais peut-être une adaptation d'un film japonais. Alors je me souviens plus du tout du titre. Mais attention, spoiler, je vais donner le pitch du film japonais si quelqu'un ne veut pas entendre ce pitch. Mais c'est l'histoire d'une actrice qui se fait des injections de collagène, entre guillemets, et elle commence à pourrir. Et elle apprend qu'elle doit en faire tout le temps pour rester belle, sinon elle peut en mourir. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même vachement proche, le pitch, c'est marrant. Et donc je pense que c'est aussi une inspiration, mais enfin, ça fourmille de références et de plein de cinémas différents. Et de plein de nationalités. Et moi, j'ai trouvé ça absolument grandiose. Je pense qu'on pourrait écrire un mémoire entier sur ce film, tellement il y a de choses à dire. La différence entre les plans très organiques et les plans très aseptisés, les décors, tout est en comparatif, en doublon. Enfin, c'est hyper impressionnant dans sa réalisation. Et 2h20, ça peut paraître long, mais moi, je me suis pas du tout ennuyée. C'est-à-dire que du début à la fin, j'ai tenu en haleine totalement. Et voilà, mais trigger warning pour les gens qui sont sensibles. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des TCA qui ont dit que ça les avait choqués, le film, parce que ça les avait ramenés à ça. Donc si vous avez... Ça parle de ça, évidemment. Ça parle de ça, voilà, ça dénonce ça. Mais du coup, si vous avez des troubles comme ça et que vous êtes sensible, peut-être n'allez pas le voir. Si vous êtes misophone aussi, parce que du coup, il y a des sons très craquants. Ouais. C'est fou. Inéna, c'était dur pour moi. Hein. Ouais. Et hématophobe aussi, du coup. Oui, bon, bah là, t'es prévenu, a priori. Par contre, moins de 12 ans. Oui, c'est-à-dire par rapport à un Terrifier qui lui est moins 18, ou un Smiley 2 qui est moins 16. Oui, c'est tellement plus 12 ans, je trouve. 16, au moins de 16. Parce que même il y a des scènes où psychologiquement qui sont un peu subversives où tu te dis à 12 ans t'as pas les clés pour les comprendre. Ah mais clairement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Je pense que tu as tout dit sur le film. C'est une merveille, c'est un bonheur, vraiment. Le film est incroyable. C'est une claque qui m'a mis et je le trouve incroyable dans sa réalisation, dans son scénario, dans ses personnages, et vraiment le film est terrifiant en fait. Et au fur et à mesure, les scènes les plus terrifiantes ne sont pas forcément les plus gore. Effectivement. Oui. La scène la plus terrifiante du film, c'est la scène du miroir. Oui, du maquillage. Oui. Du maquillage. C'est la scène la plus terrifiante du jeu, et c'était vraiment pas bien. Parce que je pense qu'on peut tous voir là-dedans, en fait. Cette peur de vieillir, du physique, du jugement des autres. Je pense qu'on peut tous se représenter dans ce mécanisme qu'elle a dans le film. Et donc, c'est la scène la plus effrayante qui m'a le plus dérangé. Et après, il y a aussi le gore qui est... Moi, j'ai un problème, c'est les dents. Les dents m'ont révulsé. Plein de gens m'ont dit ça. Moi, ça me choque pas du tout. Les ongles et les dents m'ont révulsé. D'ailleurs, Black Swan aussi, référence. Oui, aussi Black Swan. Ah oui. Voilà. Et donc, le film est exceptionnel. Et c'est un film
qui te dit comment on peut devenir un monstre artificiel face aux monstres naturels que sont les hommes. C'est ça, et qui c'est vraiment le monstre finalement. Ouais, c'est eux les monstres en fait. Et, c'est le patriarcat. C'est un peu ça, mais c'est vrai que le film n'est pas subtil dans son message. Il te le balance. Oui, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est genré aussi, c'est très genré. Donc forcément. C'est pas grave, mais ça va avec, et je trouve le film exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, très surprenant de voir Dennis Quaid dans ce film-là, alors que Dennis Quaid, on le connaît comme un gros fan de Trump. Donc c'est assez surprenant de voir. Tiens donc. C'est assez surprenant de voir dans un film aussi féministe, et c'est très drôle d'ailleurs que son personnage s'appelle Harvey, parce qu'on a tous compris la référence. Je pense. Non, je vois pas de quoi tu parles. Déjà, moi je vais rajouter un truc que vous avez pas dit, mais c'est un film où il y a de l'aligot, donc forcément c'est un bon film. Mais je me suis dit, mais quoi? Après elle est française donc. Non, mais c'est vrai, mais quand même, c'est assez surprenant. Demi Moore fait de l'aligot. Oui, donc Demi Moore fait de l'aligot dans ce film, donc si jamais vous êtes intéressé par le gore et l'aligot, c'est un film qui conjugue les deux. Donc, mais de fait, on n'a pas dit, mais il y a aussi des moments où on rit dans ce film. C'est assez dingue, on passe d'une émotion à une autre très facilement. Et après, Demi Moore, pour moi, personnellement, c'est le meilleur rôle de Demi Moore. Ah non, mais là, incroyable. C'est efficace. Incroyable. Et moi, vous n'avez pas parlé en détail, c'est vraiment le maquillage. Oui, le maquillage. Ah oui, non, mais bien sûr, les effets sont incroyables. Excusez-moi, mais juste le tellement réaliste. Le noir. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène. Oui, très bien. De fou, d'une animé, le travail de malade. Et je suis totalement d'accord avec toi, la séquence du miroir. C'est la plus terrifiante. C'est la plus terrifiante, c'est la plus. Ça sort du cinéma de genre, ça nous touche à nous personnellement. On peut le vivre. Et le film parle de l'évolution du corps, mais l'évolution de l'être humain, physiquement ou même mentalement. Donc ça nous touche, ça nous effraie. Et le groupe de The Substance touche particulièrement bien ce sujet-là. Et les références sont magnifiques. Moi, il y a une référence, je ne sais pas si vous l'avez eu, où Demi Moore a un état d'évolution physique extrême, où elle se voit au miroir, elle se met du maquillage, on va dire, et il y a la musique de Vertigo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'ai vu que c'était dans la... J'ai pas reconnu, mais j'ai vu que c'était après. C'est Vertigo. Oui, très bien choisi. Vraiment, c'est très bien choisi la musique de 2001. Voilà, non, moi, Coraline Faja, pour moi, c'est une immense lac. Est-ce qu'elle dépasse Julia Ducournau dans ce film-là? Je pense que ça tape. C'est deux genres différents, je trouve. Je trouve que c'est pas très pertinent de les comparer, effectivement. Ah ouais, c'est pas pertinent. Laisse-moi les comparer. Ok. Ça va mal aller. Très bien. Non, mais humour. C'est vraiment pas la même chose, je trouve. Les deux. C'est bon, les gars. C'est bon, ça, les gars. Et je voulais dire, c'est la relation avec la nourriture qui m'a aussi. A mis un bon coup. Cette scène où elle fait à bouffer, elle est absolument terrifiante. C'est génial. On se croirait dans un putain de film de sorcière. Enfin, c'est. C'est le. Je pense la bouffe française est mal représentée dans le film quand même. Oui. Parce que. C'est vrai que c'est pas le plus reluisant effectivement. Non, le film est exceptionnel. Prix du scénario mérité déjà selon vous? Est-ce que vous pensez qu'il méritait plus? Est-ce que vous pensez qu'il méritait rien? Non, mais le visuel, moi pour moi c'était encore plus que le scénario. Moi j'ai dit Palme d'Or pour Le Cœur et je m'attendais à prix de la mise en scène quand je l'ai vu à Cannes. Au final, prix du scénario, j'étais un petit peu... Je comprends pas le scénario. C'est pas... Le film... Le scénario est très bien, mais je trouve que la mise en scène... Après, le scénario est bien écrit parce qu'il évite pas mal de pièges. Il y a pas mal de choses auxquelles on s'attend, notamment sur l'utilisation des règles de la substance, comment elles sont contournées. Moi, je m'attendais à des trucs, finalement, elle va ailleurs. Je trouvais ça assez malin. J'avoue qu'il aurait mérité un meilleur prix que prix du scénario. Mais bon. Après, ça reste un prix, c'est déjà pas mal. Ça reste un prix pour un film de genre à Cannes, c'est déjà pas mal. Et lui, ça m'aurait pas mal de Mimour aussi. Une interprétation. Ça aurait été incroyable. Mais il y avait le casting d'Emilia Pérez. Ça. Maxime, du coup, est-ce qu'on t'a convaincu peut-être d'aller le voir? Alors, je n'ai pas vu le film et même si je suis hématophobe et que j'ai un gros problème quand il s'agit de charcuter les corps. Alors là, tu vas avoir un problème. Dès qu'il s'agit de charcuter les corps, il y a énormément de paires de fesses dans le film aussi. Ouais, bon, après la sexualité au cinéma, je peux y survivre. C'est juste que c'est pas un truc qui me plaît, mais je peux y aller. Mais vraiment, ouais, quand on commence à charcuter les corps, quand il commence aussi à y avoir tout ce qui est injection, seringue et tout, moi je crains sa mère. Et le problème, c'est que c'est le but du film. Et j'ai vu aussi des extraits des effets spéciaux qui ont été utilisés, notamment dans le film, avec une scène avec une colonne vertébrale. Mais c'est ce que je disais. Je trouve qu'il y a une vraie distance qui est mise où c'est tellement gros que c'est pas, ça devient surtout je sais pas, parce que la fin, je suis d'accord. La fin, t'es mort de rire presque. Au fait, ça dépend totalement. Parce que par exemple, je me fais 11 saisons de The Walking Dead sans aucun problème et je fais un malaise devant second tour d'Albert Dupontel. Donc à un moment donné, faut pas chercher à comprendre. Oui, parce que c'est peut-être plus réaliste à Albert Dupontel. Alors que là, c'est pas réaliste. C'est une très bonne question. Il faudrait que je fasse un énorme travail sur moi-même. Faut que je prenne un psy, bordel de merde. Je suis pas d'accord. Au début, je trouve que c'est très réaliste quand même.
Et au fur et à mesure, ça devient pas réaliste. Mais du coup, il y a Véro Laurent dans le chat qui demande si Oscar de la meilleure actrice pour Demi Moore. Tellement. Ça serait mérité. Elle va jamais la voir, mais tellement. Si elle a une nomination, je serais déjà très très content. Je pense pas qu'elle le mériterait parce que c'est toujours encore un film historique qui va gagner, mais. C'est clair. Bon. Donc l'équipe semble vraiment avoir adoré The Substance et en même temps, comment vous en vouloir. Cependant, ce premier film est quand même un sacré morceau et pour reposer notre équipe, nous allons donc marquer une petite pause musicale. Et puisqu'on vient de parler d'un film traitant de la quête de la jeunesse éternelle, je vous propose d'écouter Forever Young du groupe Alphaville. Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Used like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. The Cinema Show est de retour après cette courte pause et pour changer de registre après l'expérience insoutenable de The Substance, je vous propose d'explorer Here, les plus belles années de notre vie. C'est la toute dernière création de l'immense Robert Zemeckis, le réalisateur de Roger Rabbit, Retour vers le futur ou encore Forrest Gump. C'est d'ailleurs avec l'équipe de ce dernier qu'a renoué le papa de Beowulf pour créer ce film inspiré de la bande dessinée éponyme de Richard McGuire dont il reprend le dispositif très singulier puisqu'un seul et unique angle de caméra est utilisé pendant tout le film. C'est parti pour découvrir ça. Hey Dad, I'd like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Take a straight and stronger course to the corner of your life. 'Cause it's time in time with your time and
could be. You know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. This was our home. We lived here. À travers les âges et les époques, des générations d'hommes et de femmes défilent dans un lieu unique, des temps préhistoriques jusqu'à nos jours. En défiant le temps, ce lieu sera le témoin unique de l'évolution de l'humanité et deviendra le théâtre de vies entremêlées, d'histoires d'amour, de conflits et de découvertes. On retrouve au casting Tom Hanks dans le rôle de Richard Young, Robin Wright dans le rôle de Margaret Young, Paul Bettany dans le rôle d'Al Young, Kylie Riley dans le rôle de Rose Young, Michelle Dockery dans le rôle de Pauline Harter, Gwilym Lee dans le rôle de John Harter, Ophelia Lovibond dans le rôle de Stella Beacom et David Finn dans le rôle de Léo. Lucas, tu voulais commencer sur hier, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, alors je l'ai vu ce matin, donc, le film est tout frais, le film est toujours là dans mon esprit et aussi dans mon cœur, parce que je ne m'attendais pas à une laque cinématographique, mais par une laque de vie. Parce que n'oublions pas que le cinéma, c'est un art de mouvement. Donc décider de faire un plan fixe pendant 1h30 et apporter le mouvement, mais pas à travers la caméra, mais à travers des personnages, et nourrir ces plans à travers des personnages, à travers toutes sortes de personnages, moi, ça m'a touché énormément, parce que ça m'a réalisé quelque chose de capital, quelque chose de très important, c'est que la vie, le temps passe. Énormément. Là, le temps passe. Et malheureusement, on rigole, on mange, on regarde un film, on n'a pas cette réalité de se dire le temps passe. Demain, je peux avoir 50 ans et c'est foutu. Hein. Donc le film m'a fait réaliser ça et ça m'a beaucoup ému. Donc voilà, je trouve que c'est un immense film sur la vie, sur le sens de la vie, sur comment on doit vivre la vie à plein temps, on va dire, si on peut dire ça en français. Et voilà, Zemeckis n'était pas à ce niveau-là pour moi. Zemeckis, c'était le Paul Express, non, vers le futur, non, rien du tout pour moi, mais là, il m'a vraiment montré que c'était un grand cinéaste pour moi. Et ça m'a touché. Et donc voilà, des acteurs excellents, ça m'a fait plaisir de replonger évidemment dans les numériques jeunes, mais ça m'a fait plaisir de replonger dans ces... Moi je ne sais pas pour vous, mais il y a un air de film 1990. Oui, je suis d'accord. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir, et en plus c'est Zemeckis, donc ça m'a fait penser à plein de films, Forrest Gump, Salon Monde, c'est pas, ça va. Et en plus avec Tom Hanks, on rentre plus dans son cinéma avant, et donc voilà, j'ai peur de répéter mes mots parce que le film m'a touché sur le temps. Donc je pense que je vais arrêter là parce que c'est ça qui m'avait marqué. C'est vraiment l'émotion réelle, brute, fracassante qui, moi, à la fin de la séance, m'a dit « Mais Lucas, arrête de penser au négatif et vis ta vie. Hein. » Donc là, je vais vivre ma vie. Alors voilà. Hugo, toi à l'inverse, t'as pas du tout aimé hier. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Alors, pour commencer, je pense que c'est un anti-Forrest Gump. Voilà, on retrouve, pour être un anti-Forrest Gump, il faut avoir des points communs. Donc on a Zemeckis, on a Robin Wright et Tom Hanks, et on a ce concept de avec Forrest Gump, tu découvres l'Amérique, tu voyages, et là tu restes dans une maison. Et au contraire de Forrest Gump, le film est nul. Voilà, je le trouve ça très grossier, très mal écrit. Je trouve qu'il y a des intrigues qui ne servent à rien. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai bien réfléchi, je ne comprends pas pourquoi on a une histoire sur un canapé pendant tout le film qui nous parasite. Je ne comprends pas. Je trouve ça très cliché, très américain centré, où tout est parfait, tout est parfait, tout est américain, on est les meilleurs. Voilà. Et justement, on pouvait montrer les événements à travers l'histoire.
Genre, je sais pas, montrer la réaction sur la mort de Kennedy, sur le 11 septembre, et on le fait pas. On s'ennuie, je trouve. Voilà. Et je trouve le film très lourd, même dans ça. Dans la mise en scène où, à un moment, j'ai hurlé. C'est à un moment, on a une fuite, et après, même pas une seconde après, on a une femme enceinte qui perd ses os. C'est pas subtil. Voilà. Et j'ai pas du tout aimé. Et voilà, je trouve ça niais au possible. Maxime, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Alors moi je veux déjà répondre juste une chose. Je suis désolé Hugo, mais je pense que tu n'as pas vu le film. Voilà, je vais être très honnête. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé, mais je comprends déjà pas pourquoi t'as commencé ton truc en disant que c'est horrible parce que du coup j'étais tellement décontenancé par ce que t'as dit qu'au final j'en ai presque oublié ce que t'as dit. Ah ouais, j'ai vraiment détesté le film. Vraiment, que dire déjà tu parlais du fait que t'aurais aimé que les personnages rebondissent à tel ou tel événement, mais le but au fait c'est pas que les personnages rebondissent à un événement, c'est qu'on suive les personnages à travers l'histoire. Il n'y a pas forcément à mais on n'a pas d'histoire, c'est toujours la même chose. Mais non, justement, et voilà, c'est ce que j'ai retrouvé. Tu parlais d'un moment donné que t'avais une intrigue que tu comprenais pas avec un canapé, parce que tout est lié. Il faut juste se rappeler de pourquoi. Il y a une intrigue qui se... Alors, on va éviter de trop spoiler, mais il y a une intrigue qui se passe... Il y a une intrigue qui se passe très très loin dans le temps. Il y a une intrigue qui se passe à telle année, une autre à telle année, une autre à telle année. Et au fait, quand tu relis tous les éléments, il y a une chose fondamentale qui fait que tout fait écho à la vie à la vie du personnage qui est joué par Tom Hanks et par Robin Wright. Il y a un lien, tout est lié au fait. C'est horrible cette phrase, il faut le voir, le lien, mais vraiment tout est lié. Mais c'est vraiment pas montré, c'est vraiment pas écrit. Bah non, justement, il est écrit. C'est suggéré par la mise en scène. Voilà. Puis je trouve aussi que tu parlais que c'était simple. Non, c'est même trop compliqué en fait. Moi j'aurais bien voulu rester sur la famille pendant tout le film et pas faire des intrigues. Non, justement, parce que si on se concentre que sur la vie de cette famille, on n'arrive pas à caler toutes les intrigues et tous les messages sous-jacents. Parce qu'il y a notamment un message, contre les violences policières et contre le racisme systémique. Ouais, ça apparaît une minute. Oui. C'est la meilleure scène du film. Bon, ça, c'est la meilleure scène du film. Mais voilà, t'as plein de messages sous-jacents qui, si tu n'arrives pas à faire plusieurs contextes d'époque et plusieurs contextes de famille de manière générale, tu ne peux pas les avoir, ces messages-là. Et pour quelqu'un comme Robert Zemeckis qui veut faire passer énormément de messages, donc que ce soit la perte, le deuil, l'amour, la famille, la vie en fait, la vie de manière générale. Et je trouve justement que parler de la vie au travers de la vie de plusieurs personnes pour faire un ensemble et dire qu'au final, à la fois c'est des gens qui sont issus de milieux différents, milieux différents, qui sont issus de catégories différentes, d'époques différentes et qui pourtant arrivent à au final c'est une même vie en elle-même parce que tout est lié, tout les relie, que ce soit malgré le fait qu'ils aient une situation ou une vie qui est différente. Et moi j'ai vraiment été touché par ce film. Je peux éventuellement essayer d'être objectif et avoir quelques petits défauts. Je pense notamment à l'intelligence artificielle qui est utilisée pour rajeunir les personnages. Ouais, c'est moche. C'est très moche. Il y a certaines scènes où quand c'est filmé en gros plan, c'est vrai qu'on a tendance à la voir, cette intelligence artificielle. On a tendance à voir un peu l'espèce de filtre numérique qui rajeunit. Non seulement ça, mais c'est en plus purement visuel. Enfin, on parlait de cette scène tout à l'heure. Là c'est vraiment juste en surface. Ouais. Tom Hanks il parle et il bouge comme une personne de 80 ans dans tous les cas. Donc t'as pas 18 ans dans le film. Hein. Oui, mais au final, est-ce qu'on peut en vouloir au film? Je sais pas, il faudrait plus en vouloir éventuellement à l'intelligence artificielle qui est pas encore suffisamment développée. Alors, au final, pas une intelligence artificielle, c'est des gens qui font ça à la main, je tiens à préciser. Et dans ce cas-là, ils le font pas trop bien. Après, il y a des limites aussi à ce Mais voilà, il y a des limites évidemment. Oui. Je pense que on aurait fait ce film 5-10 ans après, je pense, ça aurait été largement fait d'une manière quasi parfaite, au fait, le rajeunissement de ces personnes-là. Mais non, et peut-être l'autre peut-être léger point négatif que je pourrais dire, c'est éventuellement justement cette manière de rassembler plein d'intrigues, plein de familles différentes. On peut tendance à être un peu confus, mais franchement c'est ce que on discutait avec Lucas parce qu'on était dans la même séance ce matin, et au fait j'ai réfléchi à un truc. On se prend peut-être trop la tête à essayer de chercher à
qui va dans quelle intrigue, est-ce que ah oui alors ça c'est cette famille là, non au fait il faut juste se poser le cerveau et dire au fait juste tu regardes la vie devant toi, t'as la vie. Zemeckis il filme la vie, il danse la vie, il chante la vie, voilà pour ne pas faire de référence et vraiment il faut juste se laisser aller et se laisser porter par la vie qui nous emporte. Waouh c'est beau putain ce que je dis, je devrais écrire un poème. Et puis cette vie elle est faite d'imprévus, vous voyez les événements qui vont faire. C'est ça. On parle de fiscalité pendant un quart d'heure. Mais parce que justement, le problème de la fiscalité, il est aussi ultra important et ça c'est ce que j'ai oublié de préciser. On parle d'emprunt, on parle de prêt, on parle d'hypothèque, mais c'est normal parce que Zemeckis il nous fait juste une chose, la déconstruction pure et dure de l'American Dream. Oui. Vraiment, c'est à quel point l'American Dream a un impact beaucoup trop fort et beaucoup trop puissant sur les familles américaines et à quel point en fait ça les ronge de l'intérieur. C'est ça qui est important. Et c'est de se dire qu'au final, vraiment, leur vie à eux, aux Américains, elle est rongée par un système où ils n'arrivent pas à s'en sortir et qui malheureusement en fait les manipule de A à Z et les contraint en fait à abandonner la plupart de leurs rêves et de leurs objectifs de vie. C'est ça. Voilà. Non, c'est vrai. Et il lit les personnages. C'est nous les parcelles de vie qu'on va vivre. C'est-à-dire, il les lit nous, c'est l'amour. Oh. Tout le monde dit ah oui mais oui et c'est ça la vie mon cher ami et malheureusement c'est la mort aussi. Oui. On va y passer malheureusement, je suis désolé de le faire savoir. Lucas sur cette note un petit peu les morts sont tellement aléatoires dans le film, on va peut-être conclure un petit peu parce que là t'es en train de plomber l'ambiance peut-être. Non mais c'est la réalité. C'est la réalité mais je sais pas, je suis pas sûr qu'on écoute cette émission pour se rappeler de la réalité puisqu'on parle de cinéma. Bon je vous propose sans plus tarder d'enchaîner sur notre troisième film de la soirée, présenté en avant-première au dernier Cinémed où une partie de l'équipe a pu le découvrir. À tout à l'heure est le deuxième film du réalisateur Lucas Bernard, un film que Première décrit comme entre le chant du loup et coup de foudre à Notting Hill. Toi aussi mélange de films qui n'ont rien à voir et remporte ton point en ticket de cinéma. Il est donc temps de voir si ce doux mélange a séduit nos chroniqueurs. L'armée c'est pas un camp de vacances. De toute façon je ne prends jamais de vacances. Alors qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. On s'est rencontrés dans un bar, on a bu des coups. Tu viens? Je voulais pas qu'on se sépare comme ça. J'ai trouvé ça romantique, quoi. Un réacteur nucléaire, c'est bon, ça. Ben Azek va pas aimer. Je suis pas sûr qu'il ait la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier, quand même. T'es un passager clandestin sur un sous-marin tactique. T'es un espion? Franchement, j'adorerais, mais non. Non, parce que si t'étais un espion, ce serait du génie, mais là, c'est pas du génie et c'est pas romantique. Mettez-moi ça au fer. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Tardivelle, quand vous aurez fini de faire de l'œil à ce jeune homme, il est sans doute marié. Oh non, Dieu m'en préserve. À la bonne heure. Mais tu n'es pas là. Oui, c'est romantique quand même, on est d'accord. Vous ne voyez pas que je souffre? Le mec est con comme un balai. Dès qu'il est là, c'est le bordel. Tout est flou, mélangé, on sait plus qui est qui, y a plus de cadre là, y a plus de cadre. J'ai quand même traversé la moitié du globe pour être avec toi à Noël. Ah ouais. J'ai attrapé un coup de soleil. T'arrêtes pas de penser à toi, je fais pas exprès. C'est toi là qui me colle depuis le début. Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? La nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Mais je sais pas dire les trucs là comme je pense à toi ou tout le temps. Elle est officier de sous-marin tactique, il est steward, ils se rencontrent lors d'une escale, mais leur aventure naissante doit subitement s'interrompre, et le voilà qui s'accroche, comme si on avait le temps d'être amoureuse à bord d'un bâtiment militaire. On retrouve au casting Pio Marmaille dans le rôle de Marco, Ei Aïdara dans le rôle de Marianne, José Garcia dans le rôle de Benazek, Victor Pontecorvo dans le rôle de Fred, et Frédéric Marambé dans le rôle de Guéguen. Maxime, toi qui l'as vu avant tout le monde, qu'en penses-tu? Alors je l'ai vu au Cinémètre du coup. Première chose, je sais pas si, je pense que c'était à cause de la salle. Il y avait une mauvaise qualité de son, ce qui fait que ouais, mais en salle c'est voilà. Bon. Voilà, donc ce qui fait que au début j'avais vraiment du mal à entendre les dialogues. Et pour un film qui est largement inspiré des comédies romantiques des années 60 et 70, c'est un langage qui est un peu plus familier, un peu plus travaillé que ce qu'on a l'habitude de voir, surtout dans les comédies romantiques actuellement. Et du coup, le fait de ne pas avoir entendu, j'étais un peu décontenancé au début. Pour autant, est-ce que le film est bon? Pour moi, il marche, mais peut-être pas pour moi. Au fait, je suis pas forcément le public de base, parce que je suis pas forcément un grand fan des comédies romantiques, même si j'essaye vraiment de faire des efforts et d'être objectif. Non,
l'humour marche un peu, c'est vrai, l'humour marchouille, on arrive à rigoler à certaines vannes, à sourire un petit peu. Les acteurs sont pas trop mauvais, ils sont plutôt même bons d'ailleurs, enfin, dans l'ensemble. Pio Marmaille il marche plutôt bien, il fait du Pio Marmaille. Aïdara pareil aussi. José Garcia aussi, même si je trouve qu'on le met peut-être pas assez à l'écran, José Garcia, et qu'il pourrait nous offrir un peu plus. Puisqu'il a, José Garcia dans la vie, s'il vous plaît. il a un personnage qui est quand même assez sympathique et je trouve qu'on le met pas assez en valeur. Cependant, j'avoue que j'en attendais un peu plus au fait, parce que je trouve que ce film aurait pu apporter plus, notamment, alors il y a une scène où ils font une espèce de parodie de comédie musicale à l'intérieur du sous-marin, et je trouve ça tellement dommage de pas avoir été dans une excentricité et vraiment juste exploser de joie. Enfin, quand on pense comédie musicale, enfin ouais, quand on pense rom-com, quand on pense comédie musicale, généralement on pense à des personnages qui explosent vraiment, par exemple la scène de La La Land où ils sont dans les bouchons en train de danser sur les voitures, voilà. Et là à côté de ça on a une scène, une espèce de comédie musicale où vraiment ils sont dans le sous-marin et on a l'impression qu'ils vont se tailler les veines, quoi. Enfin, voilà, c'est dommage, on attendait un peu plus. Mais que dire, en fait j'ai un problème, je saurais pas être objectif parce que j'ai fait l'interview du réal et le réal parle très très bien du film, donc restez juste après pour écouter l'interview, mais je pense que je peux laisser la parole aux autres. Mais dans l'ensemble le film est pas dégueu, il est pas sensationnel, mais il est loin d'être dégueu, voilà. Ok, Lucas. Non, mais Maxime avait raison, c'est pas exceptionnel, mais la comédie marche, les relations marchent aussi. Pio Marmaille, il a utilisé un langage corporel par moment, intéressant. José Garcia, il fait du José Garcia, j'ai rien à dire. Mais vous pouvez me rappeler, j'en suis navré, le nom de l'actrice. Aïdara. Je trouve c'est elle la limite du film. C'est elle qui apporte le best de la pétillante, et sans elle, la magie de la comédie ne marche pas. Donc, moi, je l'ai découvert dans le sens de la fête, et là, elle nous fait une comédie en plus folle, en plus maîtrisée, et je trouve que c'est la force du film. Et Lucas Bernard, excusez-moi, a réalisé une bonne comédie, pas exceptionnelle, ça ne ressemble pas à la comédie, ça ne le révolutionne pas, mais je trouve que ça essaye d'apporter une patte, et la comédie musicale, bon, quand même, on va pas se couper les vannes, elle était belle, et la musique aussi colle bien à Coup de Soleil, et en plus, évidemment, on est dans un sous-marin, c'est assez marrant. Et non, moi je trouve que ça fonctionne, c'est joli, très joli, et même visuellement, je trouve c'est assez propre. Donc voilà, après, il y a un petit problème, c'est le sous-marin où ça disparaît dans les 40 minutes du film. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je trouve que ça fonctionne. Et je trouve que la qualité de ce film, c'est les échanges entre les personnages. Je trouve, surtout Pio Marmaille avec le cuisinier, je trouve ça, c'est assez délirant et assez marrant. Donc voilà. Ok. Marie ? Oui, moi j'ai beaucoup apprécié le film. J'en attendais rien parce que je connaissais ni Lucas Bernard ni le pitch du film, et je l'ai vu au Cinémed, et ça a été un excellent moment. J'ai beaucoup ri. J'ai trouvé le film très bien écrit. Tu parlais des dialogues, Lucas, je suis assez d'accord. Les dialogues sont très drôles, ils sont très fins, et puis c'est joliment écrit. L'image, elle est très bien. Et moi, j'ai ressenti plutôt cet hommage, ou en tout cas, il s'inspire beaucoup des films, je ne saurais pas les placer dans la chronologie du temps, mais vous savez, ces vieux films avec de Belmondo où il fait des choses absolument absurdes. C'est ce que je disais, c'est les rom-coms des années 60, 70. Après, c'est plutôt des films d'action. Moi, je pensais au Magnifique. Oui, aussi, voilà. Et je pense que je suis d'accord avec toi, Lucas. Aïdara, c'est la pépite, et c'est aussi le personnage auquel on s'accroche, parce que c'est celui auquel on s'identifie beaucoup, parce qu'elle est normale. C'est-à-dire que tous les autres personnages autour d'elle font des choses absolument absurdes. Pio Marmaille, c'est totalement incohérent ce qu'il fait. C'est très drôle, mais c'est absurde. Et du coup, on se met beaucoup à sa place. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces mecs autour de moi ? Ça n'a trop bizarre, quoi. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est très en empathie avec elle. Et c'est bien d'avoir ce personnage qui nous ancre dans l'histoire
et qui nous rend empathiques et d'avoir autour des personnages qui nous apportent du comique. Effectivement, la relation entre Pio Marmaille et le cuisinier, pour moi, c'est hilarant. J'ai vraiment énormément rigolé et j'ai pas grand-chose à reprocher au film. Pour moi, c'est un film très sympathique, très divertissant, qui fait son taf et qui sort quand même du lot des comédies françaises parce que ça a ce ton un peu vintage, ces dialogues un peu absurdes, c'est ce comique, mais des années 70, quoi. Et j'apprécie beaucoup ça. Hugo, pour finir. Le film, je pense que c'est un peu comme l'eau plate. Je peux pas en dire du bien, je peux pas en dire du mal. C'est vraiment... Moi, je peux dire beaucoup bien de l'eau plate, hein. Ça me maintient en vie. Beaucoup de mal de l'eau plate. C'est vraiment... Plus sérieusement, je pense que le film ne va pas assez loin. T'as un sous-marin pour toi tout seul. Tu peux... En plus, c'est un vrai sous-marin. Il a vraiment été tourné dans ce sous-marin. Et tu l'exploites pas assez. C'est ça le plus grand défaut du film. Après, il y a quelques scènes qui sont assez drôles, notamment le cuisinier et Pio Marmaille. Et j'ai beaucoup aimé la scène des espions aussi, avec les espions. Mais après, c'est pas le film du siècle. Ah putain, la scène avec les espions. Ouais, la scène des espions est très drôle. La scène avec les espions, je pense que c'est digne d'un petit sketch du Palmacho. En fait. C'est terrible. Et Pio Marmaille est très charismatique, je trouve. Ah, je l'adore. Ouais, c'est Pio Marmaille, quoi. Après, c'est peut-être pas le meilleur rôle, tu vois, parce que par exemple, Pio Marmaille. Mais moi, je trouve que ça lui va très bien. Ça lui va bien. Mais pour moi, il y a un Pio Marmaille dans À toute allure et il y a un Pio Marmaille dans Yannick. Oui, tu c'est vois. pas du tout le même film. Ah ouais, c'est pas le même genre, pas le même réel. Mais non, moi je trouve qu'il a ce côté un peu absurde, Pio Marmaille, qui lui va bien. Oui, le côté un peu bonnet de service. Ouais, mais c'est pas un bonnet dans le film. Plutôt, c'est un mec qui pense pas comme tout le monde, quoi. Ouais. C'est un décalé, quoi. Il est décalé, il est décalé. Il est atypique. Mais après, en fait, c'est mon plus grand reproche, c'est qu'il va pas assez loin. T'as un sous-marin, tu l'exploites pas, ça m'énerve un peu. Voilà. Bon, moi je suis un petit peu plus, disons, on va dire mitigé pour rester sympathique, parce que moi j'ai vraiment pas du tout aimé. T'es pas du tout mitigé. Ouais, pas du tout. Non, en fait, je trouve qu'en 1h25, il n'y a rien qui se pose, et en fait, quand ça s'est fini, je fais mais c'est fini. En fait, à chaque fois qu'une scène se termine, je dis, oula, mais c'est déjà fini. Enfin, je trouve qu'il ne pose rien en termes de rythme. Le jeu paraît tellement trop théâtral pour moi que je me suis dit, oula, c'est un peu absurde. C'est comédiens qui font des allers-retours pendant qu'ils se parlent entre eux. C'est un petit peu bizarre. J'ai pas ri, ou alors j'ai soufflé du nez. Non, ça va pas, non. Moi je suis chiant, je pense. Sans doute. C'est censé être une comédie romantique, je ressens pas du tout d'émotion romantique. Et puis voilà, le concept du sous-marin qui est bazardé au bout de 45 minutes sur 1h25, c'est quand même assez dommage. Mais bon, vous avez entendu, hein, les autres ont plutôt apprécié, donc n'hésitez pas à aller le voir. On pourra encore en parler quelques temps, je pense, mais la personne qui en parlerait le mieux, c'est certainement son réalisateur, Lucas Bernard. Et ça tombe bien, Maxime a pu lui poser ses questions lors du dernier Cinémed, et on va s'écouter ça maintenant. Can she be late for her On va interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour Lucas Bernard, très heureux de vous avoir en notre compagnie pour cette interview sur The Cinema Show. Déjà, première question, comment est-ce que vous vous sentez et puis quel est votre ressenti vis-à-vis de la projection de votre film À toute allure? La salle était particulièrement réactive. Donc c'est un film, c'est une comédie. Donc de toute façon, c'est Gérard Jugnot qui disait que les comédies, elles ont ça de sympathique et de difficile, qui est que on est là pour faire rire les gens. Si les gens rient, on l'entend tout de suite. Mais après, on s'aperçoit qu'en fonction des salles, peut-être en fonction des régions, les rires viennent pas forcément avec la même vitesse au même moment, si la salle est pleine et tout. Et là, ça a réagi très très vite. Dès le début, on a entendu que des rires démarraient, donc c'était assez agréable. Donc plutôt une bonne surprise du coup. Ah là, c'était c'était particulièrement agréable. J'étais donc avec Ariane Toscan du Plantier, la distributrice du film, et on a fait plusieurs salles. Celle-là, ça réagissait vraiment très très bien. Ah, comme quoi, Montpellier, on est les meilleurs, peut-être. Ça, c'était bien. Est-ce qu'on peut revenir principalement et rapidement sur la genèse autour du film? Comment ça vous est venu l'idée de faire ce film? Alors c'est un partenariat avec le producteur Florian Maul, qui du coup, comme on cherchait différents films à faire et qu'on essayait d'explorer d'envisager plusieurs hypothèses avec des films de styles différents, m'a proposé de faire une comédie romantique, et il avait donc cette idée d'une hôtesse de l'air et d'un officier de sous-marin, qui est assez vite devenu un steward et une officier de sous-marin, pour renverser
la proposition de départ au maximum pour que ce soit le plus étonnant et le plus exotique au départ, parce que comme de toute façon on finit par un stéréotype, la comédie romantique amène au couple. La seule richesse qu'on peut avoir, c'est la complexité du chemin parcouru pour y arriver. Justement, en parlant de cette comédie romantique, c'est un genre qui est quand même très codifié. Oui. Est-ce que vous vouliez plutôt vous plier aux codes qui sont normalement visibles et dans ce genre-là, ou est-ce qu'au contraire vous vouliez plutôt partir sur quelque chose de plus atypique? Le but du jeu, c'est toujours d'imaginer une boîte à chaussures et de faire rentrer un maximum de pétards dedans. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est garder suffisamment d'éléments de la comédie romantique pour permettre au spectateur de se repérer à l'intérieur du film. Et donc, la rencontre, le fait qu'il tombe amoureux, le fait qu'il refuse l'idée du sentiment amoureux. C'est la mécanique de base de la comédie romantique, c'est que les personnages ne savent pas qu'ils sont amoureux. C'est les seconds rôles qui le savent à leur place. Et ça fait partie de la richesse de la comédie romantique. Du coup, de vraiment avoir une histoire qui avance généralement avec des points de pivot qui sont amenés par les personnages secondaires. Là où, par exemple, dans un genre un survival, l'idée c'est que y a un personnage principal qui résout les problèmes sans dépendre des personnages secondaires. La comédie romantique, le personnage principal, s'il était seul, jamais il arrive à se rendre compte qu'il est amoureux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça, d'utiliser ces attendus de la comédie romantique avec à la fin la course vers l'amour, la réconciliation en public, enfin d'ailleurs toutes ces choses-là qu'on a déjà vues et qui du coup sont des passages obligés qu'il est intéressant de twister. Et après oui, le but c'est de faire la chose la plus étonnante possible et donc le fait d'inverser les propositions, c'est-à-dire d'avoir plutôt le personnage de la blonde, finalement, c'est plutôt Pio Marmaille qui est dans le plaisir, évaporé, mais non, mais tout va bien, c'est Marie, voilà, il a vraiment un rôle à la Marilyn Monroe, et dans ce film, oui, Cary Grant, c'est plutôt Yaïdara. Pour ce qui est justement des acteurs, on peut en parler aussi. Au casting, on retrouve Pio Marmaille et Haïdara, dont vous avez parlé, aussi José Garcia. Est-ce que c'est des acteurs qui ont directement émergé lorsque vous avez écrit le scénario, ou est-ce que c'est venu avec le temps? De toute façon, moi, quand j'écris le scénario, j'essaie de laisser les portes ouvertes. Et après, c'est venu assez naturellement dans l'ordre, effectivement, parce qu'ils apportaient chacun une pierre au projet. Pio, parce qu'il avait la folie qui permettait d'avoir le personnage devenait crédible, justement parce que on peut croire que Pio Marmaille, il va rentrer dans un sous-marin et que tout le monde va le trouver sympathique. Que Aye, on peut tout à fait croire que avec c'est la beauté magnétique qu'elle a, elle peut s'imposer son autorité à tout ce petit monde. Et José, il avait ce truc qui est assez particulier, qui est que il arrivait à jouer son personnage de commandant de sous-marin au premier degré, comme si réellement c'est quelqu'un qui gère un sous-marin, dans le cadre d'un film d'humour. Et ce mélange de à la fois faire les choses très sérieusement, mais permettre l'humour, c'est vraiment un angle d'attaque qui lui est propre, qui est pas si fréquent en fait. Pour ce qui est du rythme, c'est quand même une chose qui est à prendre en compte et qui est très important dans une comédie. Selon vous, c'est quoi les ingrédients qui font une bonne comédie? Alors moi du coup, comme j'ai un passif d'assistant opérateur, moi j'avais été assistant opérateur avec Colin Serrault. Et il y a une chose qu'on pouvait apprendre avec Colin Serrault, c'est que ça pouvait aller plus vite. C'est que elle poussait toujours au maximum la comédie pour que le texte parte le plus vite possible jusqu'à la limite d'élocution de l'acteur et donc d'un certain point de vue la limite du spectateur derrière. Il y avait déjà ça avec Howard Hawks dans L'Impossible Monsieur Bébé. C'est quand même c'est vraiment des comédies qui vont très vite quoi, où les balles elles fusent quoi. Donc c'est sûr que la vitesse c'est plutôt un atout en comédie. En jeu d'acteur aussi à mon avis. Mais en comédie, il y a un truc comme ça dans le fait d'aller vite, dans le fait de constamment prendre un raccourci qui permet à l'histoire de prendre le spectateur de vitesse, sachant qu'on a des spectateurs qui sont quand même suréduqués. Ils ont tous vu, je sais pas combien de centaines de films. Donc c'est difficile de surprendre un spectateur. Surtout dans un festival comme le Cinémed où on regarde beaucoup de films. Tout à fait. Ouais. Et du coup, le fait de miser sur la vitesse, ça permet constamment de garder une petite longueur d'avance, un petit contre-pied sur le spectateur. Et moi, je pense effectivement que la surprise est un élément d'humour en fait. Les gens rient d'autant plus de bon cœur quand ils sont surpris, quand il y a un truc qu'ils n'ont pas vu venir. Il y a une espèce de point commun comme ça entre le suspense et la comédie sur le fait de prendre un peu le spectateur de vitesse.
Pour ce qui est de l'humour, justement, l'humour il passe beaucoup par les bruitages, par les gags. On voit aussi beaucoup de glissades. C'est quoi votre rapport justement à cet humour qui fait presque cartoonesque? D'abord, c'est un plaisir totalement jubilatoire de rajouter les bruitages. Il y a vraiment un truc de gosse. Hein. Dans le film, il y a tout un aspect du projet qui consiste à faire un cadeau à l'enfant que j'étais quand j'avais 12 ans et que j'allais au cinéma. Ça, c'était très clairement. Moi, je me suis fait plaisir. Toute l'équipe s'est fait plaisir de ce point de vue-là. Rajouter des bruitages, ça accélère, ça souligne certaines choses et ça les accélère. Et c'est surtout, ça fait un effet drôlatique immédiat. Et il faut arriver à trouver le petit dosage qui fait que ça reste un peu subliminal. C'est-à-dire qu'on l'entend ou on l'entend pas. Mais quand même, on a entendu un petit toing. Et du coup, je trouve ça assez drôle parce que, en fait, comme on va très vite sur les dialogues, le public est quand même obligé de se concentrer un tout petit peu sur les dialogues. Et c'est comme si on lui rajoutait des petits éléments d'humour comme ça, des petites pichenouilles, qui fait des petits. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui est déplacé, un mec qui bouge, ça fait viche, ça fait vouche, ça fait ch'touing. Et ça donne beaucoup de vie en fait et de vitesse à la mise en scène. Vous parliez de l'enfant justement, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme le film que vous auriez voulu voir étant enfant? C'est une question intéressante ça parce que en fait ce qui est très curieux, c'est que moi quand j'étais enfant, pour moi, le cinéma, c'était une porte ouverte vers le monde des adultes. C'est-à-dire que j'allais au cinéma pour voir le monde des adultes. Et donc, c'est comme si j'essayais d'aller voir des films qui étaient un tout petit peu plus au-dessus. Là, quand j'avais 10 ans et que j'allais voir Danse avec les loups, c'était quand même un film où j'avais l'impression de « Oh, je vais voir un film de grand, comme ça ». Et pendant jusqu'à 20 ans, il y a ce côté, on va voir des films un peu plus grands, un peu plus intello, un peu plus durs, qui vous ouvrent des portes, en fait, vers un autre univers. Jusqu'au moment où, bon, inexorablement, vous finissez par être vieux et d'âge canonique, et où là, du coup, vous ne pouvez pas être plus adulte que vous ne l'êtes. Et du coup, le cinéma, tout d'un coup, devient une fenêtre inverse qui permet de vous ramener vers l'enfance. Et vous dites, si seulement je pouvais ressentir l'excitation que j'avais quand j'allais voir Robin des Bois, Prince des voleurs et tout, que je trouvais ça super. Et du coup, voilà. On peut aussi parler de la musique qui a une place importante dans le film. On a notamment, on va pas trop spoiler, mais il y a un passage un peu comédie musicale. Est-ce que c'était une volonté d'intégrer ces extraits musicaux? Est-ce que pour vous, la musique a une place importante dans le cinéma? Alors de toute façon, la musique elle est fondamentale. Il y a effectivement deux paramètres. Il y a deux choses un peu différentes. Il y a d'une part le fait que les personnages chantent, l'équipage chante, qui pour moi était une façon de symboliser et de donner de la réalité à l'esprit de corps qui se trouve très fort dans les sous-marins. Parce que du coup, si les gens chantent ensemble, c'est qu'il y a un esprit de corps. Et il y avait ça dans les films de John Ford avec Rio Grande, des trucs comme ça. À un moment, les Tunnels Bleus, ils chantent ensemble. Il y a toujours un moment, il y en a un qui prend la guitare et il chante. Ce que je trouve assez beau, moi, d'avoir quand même comme ça des parenthèses musicales. Et le fait qu'à un moment, il y a un petit match retour et où c'est Pio Marmaille qui se met à chanter et les sous-marins et Mérignier qui chantent ce que chante Pio Marmaille, c'est à la fois, il fait partie du corps des sous-mariniers et en même temps, il les tire vers lui. Et à côté de ça, il y a tout un score de musique de film extra-diégétique où là, on y allait les pieds en avant parce que donc avec Christophe Dandin qui a composé la musique, on s'est dit il faut de la vraie musique d'aventure, il faut une musique qui envoie parce que c'est aussi la musique qui va donner de la crédibilité aux sous-marins, dire on a un sous-marin, c'est pas anodin, et que si on commence à avoir une musique qui fait trop de tiroli-pampon, il y a un truc de crédibilité qu'on va pas avoir. Alors que pour moi, ce qui était drôle, ce qui était puissant, c'était d'avoir un effet d'humour dans un vrai film d'aventure. Le parallèle qu'on peut faire, c'est avec Santa de Alain Chabat. Santa de Alain Chabat, a priori, du contraire, les adultes savent que le Père Noël n'existe pas. Mais ce n'est jamais dit dans le film. Et du coup, Alain Chabat, il fait un vrai film très sérieux d'aventure sur le Père Noël qui a un vrai problème, qui doit livrer des cadeaux, quoi. Et donc c'est drôle parce qu'on sait qu'il n'existe pas, mais lui, en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, il fait très sérieusement le Père Noël qui a un problème pour livrer ses cadeaux. Et ben nous, on faisait un peu ça, c'est-à-dire qu'on disait, on sait bien que c'est pas possible qu'il y ait un steward qui rentre dans un sous-marin, mais du coup, c'est des vrais sous-mariniers qui gèrent un problème de sous-marin. Et le fait de le faire comme ça au premier degré, ça donne une espèce de rencontre entre le personnage de Pio qui est là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, qui fait un effet comique qui est très touchant en fait. Et du coup, on peut presque dire qu'il y a un paradoxe en fait entre la musique qui fait presque sérieux comme vous l'avez dit et l'humour qui fait plutôt cartoonesque. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais
En fait, la musique de comédie, il n'y a pas de comédie. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à ma connaissance, il n'y a qu'une musique de comédie romantique, c'est dans Love Actually. Il y a un vrai score de musique de comédie romantique qui, du coup, est une musique mélo. Sinon, la plupart du temps, quand vous êtes dans des films de comédie romantique, vous avez des tubes de pop qui passent. C'est plutôt des compiles, en fait. Et du coup, le fait là de dire non mais il faut vraiment envoyer sur une vraie musique de film, moi je trouvais que c'était une solution honorable et porteuse. Ouais. Et on va terminer par la question un peu habituelle qu'on a dans The Cinema Show. Est-ce qu'il y a un film qui vous a particulièrement touché, qui vous a ému, que ce soit au cinéma ou à la maison, et que vous aimeriez éventuellement recommander? Oula, récemment ou en général? Ouais, récemment, le plus récemment éventuellement que vous ayez vu. Ça c'est faux. Attendez. Alors, je suis très embarrassé parce que comme j'ai fait un film qui dure 1h20, je passe ma vie dans les cinémas, mais je ne peux voir que des bouts de films d'1 heure. Donc, j'arrive pas à voir des films en entier en ce moment. Donc là, je suis pas à la pointe de ma cinéphilie. Et puis, ça fait 3 mois qu'il n'y a rien qui est sorti. Je vais avoir du mal à répondre à votre question là tout de suite. Ouais, je peux vous conseiller Les Copains de Yves Robert, mais ça nous ramène quand même à 1958. Ah, si c'est un film que vous avez vu récemment, ça compte aussi. Non, dans tous les cas. Non, c'est un très très vieux truc, je le connais par cœur. Allez, Le Dernier des Mohicans de Michael Mann. Toujours revoir Le Dernier des Mohicans de Michael Mann. C'est un film qui est pas très connu, il faut faire ça. Bon écoutez, moi je l'ai jamais vu donc. Faites ça, regardez et voilà la mécanique de. Quel est l'objet de l'érotisme dans Le Dernier des Mohicans de Michael Mann, et puis surtout, là où ça nous ramène à ce qu'on fait, c'est que c'est une musique qui est incroyable. Et si on a l'occasion de se revoir, peut-être que j'en discuterai avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On rappelle évidemment que votre film sort le 6 novembre au cinéma officiellement. Et puis merci d'être venu. Merci à vous. Voilà. Merci Maxime pour cette interview. Vous avez raté le début de l'émission où vous êtes endormi de le générique. Je suis totalement outré. Mais c'est pas grave, car les tops sont là pour résumer notre avis en un seul classement. Comme chaque semaine, chaque chroniqueur nous donnera son top 1 et on finira par le top de l'équipe de TCS. Hugo, ton top 1. The Substance. Maxime, ton top 1. Ir, sans hésiter. Marie. The Substance. Et Lucas. Ir. Très bien, alors moi ça sera The Substance, et pour le top de l'équipe, on retrouve à la 3e position À toute allure de Lucas Bernard, en 2e position Ir de Robert Zemeckis, et à la 1re position The Substance de Coralie Farja, un top totalement attendu, c'est même l'ordre de l'émission. Oui. C'est vrai. Qui est allé voir d'autres sorties cette semaine? Non. Je suis allé voir Au boulot, le dernier film de François Ruffin. Alors je ne vais rien dire sur le député, mais François Ruffin est un bon documentaliste. Il fait des bons documentaires. Et notamment là sur le. Donc là, il prend une avocate qui fait beaucoup de démissions sur CNews et BFM. Et donc elle la met dans une situation de personnes qui travaillent au SMIC. Et en fait, il se sert de ce prétexte de l'avocat pour montrer les gens qui sont nécessaires pour la société. Et c'est très bien filmé et on évite vraiment le cliché de l'avocate qui redécouvre un peu la vie. Et c'est très bien fait, je trouve. Sachant que le film est co-réalisé avec Gilles Perret. Quelqu'un l'a vu ou pas? Non, mais moi j'ai vu le grand film. Le chef-d'œuvre. Luce Violet, qui est. Attendez, je vais aller aux toilettes, vous verrez c'est quoi le film. Un peu d'humour. Non, c'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. Très bien. Personne d'autre? Juste Simon, il a bossé sur Au boulot, donc faut aller le voir juste pour ça. Ah oui, c'est vrai que Simon est allé à Saint-Etienne, représente, pour bosser sur Au boulot. Rendons hommage au travail de Simon. Il a des actifs Rendons dans hommage le à la ville de film. Saint-Etienne également, qui a besoin d'argent. Merci pour ces tops. C'est l'heure désormais de l'affrontement hebdomadaire présenté cette semaine par Maxime. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, Hallmark. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce fameux quiz, le quiz de ce soir. On va commencer sans plus attendre avec la première question. Quel est le titre de ce quiz qui est je vous rappelle, un jeu de mots entre le mot quiz
l'un des titres des 3 films dont nous avons évoqué ce soir. Ça marche pas. Je rappelle peut-être les équipes avant de... Alors oui, je rappelle les équipes, pardon. Donc les équipes sont Marie et Hugo à ma droite contre Lucas et Hugo à ma gauche. Et qui sont les capitaines, s'il te plaît? Et quels sont les capitaines? Pardon, j'avais totalement oublié, je commence très très mal. Donc Marie et Lucas sont les capitaines. C'est toujours... Non, moi je me... Oh, bon, bref. Non, Marie, tu fais une super capitaine. Ouais, voilà. Quel est le titre du quiz de ce soir, s'il vous plaît? À quiz allure. Ouais. À quiz allure. Et pour moi... Non, je te suis. Bah, Ear quiz. Ear quiz? Non, mais ouais. Oui. C'est vrai que ça a du sens un peu, non? Vu sa tête. Tu vois, écoute. Le quiz de ce soir s'appelle À quiz allure. Oui, voilà, merci Lucas. C'est bon, ça arrive. Putain. Donc ça fait un joli petit point pour commencer pour Marie et Hugo. Voilà, parce que les autres sont moches. Oui, exactement. Deuxième question. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Forrest Gump. Non. Le Pôle Express. Oui, le Pôle Express, bien vu. Dio. C'est très très rapide ici. Donc ça fait... Il y avait Tom Hanks, quoi. Oui, exactement. Donc ça fait 2 points à 0. C'est un film de Zemeckis. On passe sur les films en or ou en bois. Donc je vais vous poser des affirmations. À vous de me dire si elles sont vraies en or ou fausses en bois. Le premier film, Back to the Future, a failli s'appeler Spaceman from Pluto. En vrai, c'est tellement absurde que... Ah non, Alors En or. Pour vous c'est en or et pour vous en or. En or et effectivement c'est en or. C'est le PDG d'Universal de l'époque qui pensait que personne n'irait voir un film avec le mot futur dans le titre. Voilà. Alors lui il est pas visionnaire. Non il est pas visionnaire du tout. Il y a carrément une saga. Donc du coup ça fait... il a quand même produit Retour à la future. Ça fait 3 à 1. C'est vrai. C'est pas mal. Question suivante. Dans À toute allure, les scènes où le sous-marin se trouve sous l'eau ont été tournées dans une frégate démilitarisée vraiment immergée. Ah, vraiment immergé. Est-ce que c'est en or ou en bois? En vrai, pour le concept du film. Je rappelle une frégate démilitarisée vraiment immergée. Est-ce que c'est en or ou en bois? Votre réponse? C'est vrai, je pète un plan quand même, mais allez en or. Pour vous, c'est en or. Et pour vous, c'est en or. C'est effectivement en or. Et oui. Et donc, ils l'ont exclu pendant 45 minutes du film après. Oui, exactement. Donc, du coup, le tournage s'est fait à Nantes dans la frégate qui s'appelle le Maillet Braisé. Voilà. Donc, ça fait. On dirait le nom d'un resto de viande. 4 à 2. Oui. Exactement. Affirmation suivante. La scène du miroir dans le film The Substance n'a nécessité qu'une seule prise pour chaque étape de la scène. Non. Est-ce que c'est en or ou est-ce que c'est en bois? Il y a tellement d'idées que c'est pas possible. Bon bah en bois, moi en bois, pour vous c'est en bois. Et oui effectivement, il a fallu au moins une quinzaine de prises par étape car la scène muette imposait un équilibre parfait selon la réalisatrice. Et donc ça fait Coralie, il y a eu des soucis avec le maquillage. Elle est tellement, c'est une Kubrick en fait. Exactement, donc ça fait 5 1 3. Question suivante, je vais vous donner une citation, à vous de me dire qui est la personne qui a prononcé ces mots. L'écriture du scénario est très singulière parce qu'il était très verbeux. Coralie Farja? Non. Il y avait un pari assez fou à relever. Non. Et je me suis... Zemeckis? Non. Et je me suis dit que si on y arrivait, cela pouvait donner quelque chose de chouette. Les partenaires aussi donnent envie de faire un film. Pio Marmaille? Non. Gilles Lelouch? L'autre? Claude Lelouch? Non. Comment ça s'appelle? Je t'accorde... Non, je t'accorde le point parce que je sais que tu l'as, c'est Hey Aïdara. Voilà, merci. Qui est dans À toute allure. C'est ça, Pio Marmaille. J'étais pas du tout. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça fait 1 point de plus, ça fait 6 à 3. Et on passe au quiz spécial. Et parce que je n'ai pas vu The Substance, je dois me rattraper. On va donc faire un quiz spécial sur le gore et l'horreur au cinéma. J'ai tellement gagné. C'est pas mon genre de prédilection, j'avais dit. Je suis désolé Marie, en plus tu es capitaine, tu es parfaite. Question numéro 6, c'est qui celui-là? Je vous donne le nom d'un personnage issu d'un film, donc gore ou horreur. À vous de me dire de quel film il s'agit. Si je vous dis Dr Lawrence Gordon. La mouche? Non. Merde. Un docteur. Docteur Folamour? Non. C'est pas un film d'horreur ça? Je sais pas. On peut avoir des indices chez nous? On peut avoir des indices, c'est un film qui est sorti en 2003. Saut? Oui, bien vu. Le premier Saut, effectivement. Je peux t'assurer que je l'ai pas vu. Je connais tous les films de donc ça fait 7 années de naissance. Ça fait 7 à 3. Question suivante. C'est bizarre, hein, mais je connais. Un extrait, un film. De quel film est issu cet extrait? Un indice peut-être. Un indice peut-être, c'est un film asiatique.
Old Boy. Le dernier train pour Busan. Non. J'ai rencontré le diable. Oui, j'ai rencontré le diable. Ça, ouais, pas mal. Effectivement. Ah, oui. Un point de plus, ça fait 8-3 pour Marie. J'étais traumatisée par une scène de ce film. Pour l'équipe de Marie, vous êtes en train de vous faire démonter les mecs, va falloir remonter. Hein. Allez. Et oui. Résumé narcoleptique. À vous de retrouver le film devant lequel je me suis endormi plusieurs fois. Une femme passe à la télé et l'émission est regardée par un mec qui fouille dans un sac poubelle. Terrifier. Oui, Terrifier. Et Ah, oui, mais putain. ça va très très vite. Ça fait 4-8, effectivement. Question numéro 9. Alors, Hugo avait fait la sens critique, je fais la Letterboxd. Voilà. Quel Allez. film a reçu cette critique négative sur Letterboxd ? C'était simplement des scènes sanglantes, entrecoupées de quelques dialogues. Ça. Big spoiler, non. La moitié des personnages meurent, le garçon... Hérédité. Non. Le gentil garçon finit par tuer tous les méchants de manière sanglante. Et la jeune Destination finale. Ah, mais non. Et la jeune fille se fait sauvagement violer. Scène horrible que personne ne devrait voir. Je passe tout de même la bise à mon chéri Leland Strottelmeyer. Ça m'a fait plaisir de te voir. Alors là, C'est un film de Alexandre Aja. Crawl. La colline a des yeux. Oui, la colline a des yeux, bien Ah vu. ouais. Ça fait un point de plus, ça fait 9-4. C'est un massacre là pour Oui, l'instant. non, bah là, Que dire. C'est drôle. Très drôle, il est mort, MDR. Allez, le jeu des synonymes. Je vais vous donner le titre d'un film, mais uniquement avec des synonymes. À vous de me dire de quel film il s'agit. Si je vous dis L'homme mille pattes. Minimum centipède. Oui, bien vu. Alors j'ai entendu chez Marie en premier, donc ça fait toujours un point de plus. J'ai hurlé en même temps, c'est vrai que je sais pas beaucoup de temps. j'ai perdu 3 points d'audition. Ça fait 10-4. Question suivante, musique de film. Dans quel film pouvons-nous entendre cette musique ? Halloween. Non. The Ring. Non. Massacre à la tronçonneuse. Oui, bien vu. Oh là là, mais il est très très fort. Il est en forme. C'est mon truc. Hein. Mais alors là, Ça fait 11-4. Et je oui. suis espantée. C'est le premier massacre à la tronçonneuse des années 70. Le meilleur. Question numéro 11, la Dosti Tabarnak, la question en québécois. Je vais vous donner le titre d'un film version québécoise, à vous de me dire quel est le titre du film en français. Si je vous dis Sortie fatale. Destination finale. Non. Sortie fatale. Death Fatal. Exit. Non. Death. Non. D'accord. Dead. Non. Zone. Non, c'est un film réalisé par Rob Schmidt. C'est qui ce mec? Personne ne sait qui c'est, Ça me dit un truc, ça. Ah. Il y a eu beaucoup de films sur cette saga. Et Rajared. Non. Non, moi je pense que vous ne l'aurez pas, c'était Détour mortel. Ah oui. Voilà. Oh là. Bon, personne ne l'avait, tant pis. Non. On passe au duel time, donc 11-4, l'équipe de Marie est en tête, donc Marie... Dans tous les cas, je vais me foirer, mais c'est l'heure du duel time, seuls les chefs d'équipe peuvent répondre, l'équipe en tête choisit le thème parmi les deux proposés. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 4 points, sinon vous perdez 4 points. Marie, les thèmes de ce soir sont ma sœur, moi. Oh, putain. Ma sœur. Allez, ma sœur, très bien. On parle de ta sœur? Oui, on parle de ma sœur à moi. Bah, j'ai revu ma sœur ce week-end. On lui claque la bise. J'ai revu ma sœur ce week-end et d'ailleurs cette question lui est dédiée. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Solène. Voilà. Elle est Solène. Normalement. Elle a quel âge? Elle a. Pourquoi tu demandes ça? C'est très bizarre. Elle a 19 ans. Elle regarde d'ailleurs l'émission ce soir. Bisous Solène. Donc ayant revu ma sœur ce week-end, je lui ai demandé quel était son film d'horreur ou gore préféré. Oh putain Solène. Quel est son film préféré selon toi? Est-ce que c'est L'Exorciste? Est-ce que c'est Conjuring? Est-ce que c'est Les Autres? Ou est-ce que c'est ça, chapitre 1? Le problème, c'est que oui, elle a 19 ans, mais peut-être qu'elle est très cinéphile et qu'elle a vu Les Autres. Peut-être que c'est le film de sa génération, donc c'est plutôt The Conjuring. Ou peut-être qu'elle est classique, qu'elle est Exorciste. Sachant que j'ai pu l'initier au cinéma. C'est bien, tu as juste listé les films. Initié au film Et tu te calmes en fait, je réfléchis. Donc je dirais. L'Exorciste, Conjuring, Les Autres ou ça, chapitre 1. Solène. Conjuring. Allez, c'est parti pour Conjuring. Et du coup, Lucas, tu vas répondre sur la question moi. Alors, je ne suis absolument pas un grand fan de l'horreur. Je suis même d'ailleurs hématophobe, je crains le sang à mort. Cependant, je suis quand même allé voir certains films d'horreur au cinéma. Parmi ces 4 films, lequel est celui que je n'ai pas vu? Est-ce que c'est ça, chapitre 2? Est-ce que c'est J'ai rencontré le diable? Est-ce que c'est Misery? Ou alors est-ce que c'est Motherland? Motherland. Je n'ai jamais vu Motherland selon toi? Non. C'est noté. Marie, tu m'as dit que ma sœur, son film d'horreur et gore préféré c'était The Conjuring. Et c'est effectivement The Conjuring. Merci Solène.
merci. Voilà. Donc ça fait 4 points de plus, ce qui vous fait 15 points. Du coup, Lucas et Hugo, ça va être dur de rattraper. Et en plus, je suis désolé, mais j'ai vu Motherland. Je savais, putain. Et oui, c'est Misery, je n'ai jamais vu malheureusement. Paraît que c'est bien. Ouais, il paraît que c'est très bien, c'est adapté, c'est funky, effectivement. Donc vous perdez 4 points, vous êtes à 0. Mais c'est un contre-rond. Non, mais c'est alors, le plus drôle, c'est que j'avais marqué encore une fois, j'ai gagné car Keep 'em Test. Donc, et voilà, je suis désolé, mais c'est moi qui ai le t-shirt, tu peux pas me test. Écoute, voilà. Merci Maxime. C'est moi donc, qui ai le t-shirt. J'ai perdu car tout le monde peut me test. Il est temps de finir tranquillement avec nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table. Hugo, quel est ta reco ? Alors, j'ai découvert cette semaine les affiches polonaises de films. Voilà. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. J'ai découvert ça et là, on a j'ai trouvé l'exemple de Star Wars et du Parrain, le 2. Je les trouve magnifiques. C'est très beau. Donc, il y a plein de films. En fait, c'est lié tout à leur histoire et tout ça, histoire, et c'est incroyable. Et j'aimerais finir sur une deuxième recommandation. Je suis désolé, je vais vite. Je vais recommander mon père. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire à ton père. Et donc, je le recommande. C'est un père exceptionnel. Oh, trop mignon. Comment il s'appelle ? Antoine. Bon anniversaire, Joyeux anniversaire, Antoine. Maxime, ta reco ? Oui, alors ma recommandation, c'est dans la continuité de la recommandation que j'ai fait la semaine dernière. Donc j'avais recommandé Public Sénat et la fameuse chaîne 13 de la TNT. Et donc là, je recommande un autre média, c'est l'émission Rhinocéros qui est sur Blast, qui est sur Blast, qui est présentée par Usul et Lumi, qui est très très bien, qui parle du décryptage et des médias de manière générale et de comment est-ce que les médias malheureusement sont de plus en plus accaparés par l'extrême droite et servent aujourd'hui de véritables machines à propagande envers de potentiels régimes tyranniques. Voilà. Très bien. Marie, ta reco ? Moi, c'est le livre Hilaria de Gabriela Zalapi. Il s'avère que je fais partie du jury pour remettre le prix roman des étudiants en décembre et c'est une des 5 nommées. C'est le premier livre que j'ai fini. Il est absolument incroyable. C'est l'histoire d'une petite gamine de 12 ans qui raconte sans le savoir, comment son père l'a enlevée. Okay. Et on suit ce périple où en fait son père enlève cet enfant à sa mère et sa sœur et c'est raconté par ces mots-là d'une enfant de 12 ans. C'est extrêmement bien écrit, c'est très rythmé, c'est franchement à lire. Très bien. Lucas, ta reco ? Moi c'est la série Je m'inquiète. Lucas l'avait vendu le premier épisode, là je vends la série. Exceptionnelle, elle a été terminée cette semaine. 8 épisodes de pure tension, c'est une super série. Colin Farrell, c'est son année de les séries et pour moi c'est une des meilleures séries de l'année, je vous la recommande fortement. Très bien, alors quant à moi je vais vous recommander enfin un peu d'autopromo du côté de moi, la série Les Deux Éphémères qui est sortie ce matin. J'étais moi-même pas, donc dans la nuit je crois, j'étais moi-même pas au courant, j'en ai été informé ce matin. Donc c'est une série à laquelle j'ai participé pour ma 3e année de licence, donc c'était déjà il y a 2 ans, où j'ai réalisé un des épisodes. C'est une série qui parle de multivers et de famille, n'hésitez pas à aller checker ça. J'ai réalisé l'épisode 4, j'ai joué dans l'épisode 3, Nino a réalisé l'épisode 5 et a joué dans le dernier épisode, donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est notre travail de fin d'études, on est trop content. Et il y a Valentin aussi qui a réalisé l'épisode final. Avant de conclure, sachez également que le 48h Homemade Edition fait son grand retour ce week-end du 15 novembre au 17 novembre. Vous pouvez retrouver ce formulaire d'inscription sur le compte Instagram @polaire-collectif et rendez-vous vendredi à 19h pour le tirage des contraintes. Les films seront quant à eux projetés le 18 novembre à 19h en sac Jean Moulin. Et sachez que l'équipe de TCS remettra un prix, donc n'hésitez pas à passer, on fera des photos et des dédicaces pour nos plus grands fans. Merci du conseil. Ce 9e épisode de The Cinéma Show touche donc à sa fin. Je remercie donc mes cartes les plus rares, Hugo, Maxime, Marie et Lucas, de m'avoir accompagné. Merci également à Simon et Yanis, nos cartes supporters pour la technique de ce soir. Merci à Lucas Bernard d'avoir supporté les questions de Maxime pendant le Cinémed. Merci également à Maxime d'avoir mené cette interview, aux étudiants de l'ACFA pour l'avoir filmé et enregistré, ainsi qu'à Simon pour l'avoir monté. Et merci du coup au Cinémed pour avoir organisé l'interview. Merci également à la râpée forésienne d'être un des meilleurs plats du monde et plus généralement merci à la gastronomie stéphanoise d'exister. Vous avez apprécié cette émission et souhaitez en découvrir plus, alors sachez que vous pouvez nous retrouver sur les classiques Facebook et Instagram, et si vous souhaitez nous revoir cette émission en replay ou découvrir d'anciens épisodes, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Sachez aussi que Lucas est sur Tinder pour ceux que ça intéresse.
La semaine prochaine, celui qui est passé à 3 lettres d'être notre invité de la semaine, Lucas, sera à la tête de l'émission avec un programme consacré à Gladiator 2 de Ridley Scott, finalement de Claude Lelouch et Good One d'India Donaldson. Ça va, mec? Oui, ça va. On va parler en là, on va. Est-ce que tu peux balancer le profil Tinder? C'est pour un pote, s'il te plaît. Il y a eu un temps de latence. Je ne comprends pas là, vraiment. Et pour clore cette émission en musique et étant donné le contexte de l'actualité, je vous propose de finir sur un classique, une chanson hybride mélangeant hard rock et hip-hop, Take the Power Back de l'excellent groupe Rage Against the Machine. J'espère que vous passerez une très bonne semaine, que vous verrez énormément de films et que vous apprécierez. Je vous fais des gros bisous. Quant à moi, je retourne ouvrir mes boosters de cartes Pokémon qui n'existent pas. Salut! Crank the music up. Bring that shit in. Yeah, the movement's in motion with massive militant poetry. Now check this out. In the right light, study becomes insight with a system that this stuff teaches us to read and write. So-called facts are fraud. They want us to electric pleasure bow down until they're gone. Lost the culture lost. Spun our minds in through time. Ignorance is taking over. Yo, we gotta take the power back. Bam! Here's the plan, motherfucker, go Sam's, get back, I know who I am. Raised up the ear, drop the style like clear. It's the beats and the lyrics, they fear. The rage is relentless. We need a movement with the quickness. You are the witness of change and the counteract. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. The present curriculum, I put my fist in them. Eurocentric, every last one of them. See right through the red, white, and blue disguise. Lecture a bunch of the structure of life. Dove in our minds and attempted to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. Hey, yo, check. We're gonna have to break it down. Oh, shit. In front of the class, but the lesson plan he can't recall. The students' eyes don't perceive the lies mounting up every fucking wall. Composure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it. Gotta get it, brother man. Like a motherfucking brother man. Expose and close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on.
No more lies. 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 No more lies.